Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur les réflexes médulaires, les circuits locaux et la locomotion. Alors voici la carte en question qui présente plusieurs branches qu'on aperçoit ici. Première branche qui porte sur la notion de réflexe, deuxième branche sur les réflexes proprioceptifs, la troisième sur les réflexes extéroceptifs, la quatrième sur la notion de circuit local et la dernière sur cette notion de circuit local en lien avec les mouvements rythmiques et la locomotion. Donc on va commencer avec cette notion de réflexe que nous allons définir. Alors on peut dire qu'un réflexe, ça correspond à une réponse motrice qui va être stéréotypée et qui va aussi être involontaire et qui est déclenchée lorsqu'une stimulation sensorielle particulière va être réalisée. Si bien qu'on peut dire qu'un réflexe, c'est finalement un lien fonctionnel entre, d'une part, une stimulation sensorielle et d'autre part, la réponse motrice qu'on va observer. Alors, il y a ce lien fonctionnel, en fait, il est sous-tendu par des éléments concrets, c'est-à-dire un chemin qu'on peut qualifier de chemin anatomique, qu'on appelle l'arc réflexe, et qui va relier finalement la détection de la stimulation sensorielle à l'exécution d'une réponse motrice. Alors justement, si on détaille un petit peu cet arc réflexe, on va être amené à nommer les récepteurs sensoriels qui sont impliqués dans ce réflexe, donner des informations concernant les fibres sensorielles ou fibres afférentes qui ramènent les informations vers le centre nerveux, au sujet duquel on dira un certain nombre de choses, sachant qu'ici, le centre nerveux sera systématiquement la moelle épinière, puisque ce chapitre porte sur les réflexes dits médulaires, c'est-à-dire qui impliquent la moelle épinière. On pourra dire un mot sur les fibres motrices ou efférentes, et puis donc sur les effecteurs, les muscles donc, qui sont impliqués dans le mouvement observé. Nous allons commencer avec ce que l'on appelle les réflexes proprioceptifs. Alors les réflexes proprioceptifs, si on veut dire un mot de manière assez générale sur eux, on peut dire que ce sont des réflexes qui vont avoir pour point de départ la détection d'informations sensorielles par des propriocepteurs, c'est-à-dire des mécanorécepteurs des muscles. Ces réflexes sont de type oligosynaptique. On va voir que le réflexe myotatique va impliquer une seule synapse, il va être même monosynaptique, tandis que le réflexe d'inhibition autogénique que nous allons également étudier va lui impliquer deux synapses, on pourra dire qu'il est disynaptique. Ces mécanismes réflexes, physiologiquement, vont s'inscrire dans la régulation de l'activité motrice, mais à l'échelle locale, plus globalement au niveau d'un muscle donné. Et d'autre part, ces réflexes proprioceptifs forment des boucles de rétroaction, on peut parler de feedback, en tout cas, il s'agit de mécanismes qui vont asservir le muscle. Alors qu'est-ce que ça veut dire asservir ? Ça veut dire que ces réflexes vont faire en sorte de maintenir certains paramètres musculaires constants. L'exemple qu'on prend souvent pour expliquer ce qu'est un mécanisme d'asservissement, c'est celui du thermostat. Un thermostat, c'est un dispositif qui va permettre de maintenir la température d'une pièce constante. Et bien là, avec ces réflexes que nous allons étudier, on va maintenir des paramètres musculaires constants. Donc là, il ne s'agit pas de la température d'une pièce, mais il s'agit de la longueur du muscle ou encore de la force du muscle. Donc nous allons commencer avec le fuseau neuromusculaire, FNM, qui est impliqué dans un réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique. Ensuite, nous parlerons de l'organe tendineux de Golgi, l'OTG, qui est impliqué dans un réflexe appelé réflexe d'inhibition autogénique. Donc on commence avec le fuseau neuromusculaire et le réflexe myotatique, et on va commencer en se centrant sur le fuseau neuromusculaire. Donc pour ce qui est de son organisation, on peut dire que le fuseau neuromusculaire, c'est un récepteur sensoriel qui est de type encapsulé. Ça veut dire qu'il est effectivement délimité, entouré par une capsule fibreuse. C'est un récepteur sensoriel des muscles. Il est plus spécifiquement situé dans ce qu'on appelle la partie charnue des muscles, c'est-à-dire la région des muscles où on va trouver les cellules ou fibres musculaires. Ce fuseau neuromusculaire va se trouver être inséré en parallèle des fibres musculaires classiques qu'on va appeler fibres extrafusales, fibres musculaires extrafusales. Et le fuseau neuromusculaire a une forme allongée. En moyenne, un fuseau neuromusculaire, ça fait 3 mm de long. Alors, c'est un récepteur sensoriel, mais il est un peu particulier parce qu'il contient des fibres musculaires assez particulières
Et de ce fait, ces fibres, on va les appeler fibres intrafusales. C'est pour ça que précédemment, au niveau de ce point, je vous ai parlé de fibres extrafusales. Hein, quand effectivement on parle du fuseau neuromusculaire, on est obligé de spécifier de quelles fibres musculaires on parle. Donc les fibres musculaires classiques vont être appelées fibres extrafusales pour bien les distinguer de ces fibres musculaires particulières qui sont à l'intérieur de ce récepteur sensoriel. Alors les fibres musculaires intrafusales, elles sont de 3 types. Alors il peut y en avoir jusqu'à une quinzaine par fuseau neuromusculaire, mais globalement il y a 3 types de fibres musculaires intrafusales. Il y a des fibres qu'on qualifie de fibres à chaîne nucléaire, d'autres de fibres à sac, et on a des fibres à sac de type B2 et d'autres de type B1. Alors dans toutes ces fibres musculaires, on va observer un positionnement un petit peu particulier des noyaux. Il y a plusieurs noyaux dans une cellule musculaire, c'est le cas ici pour ces fibres intrafusales, et ils vont tous être situés dans la région centrale, qu'on peut qualifier de région équatoriale de la fibre musculaire, ils sont à l'équateur de la fibre. Et puis un autre matériel, c'est celui, donc le matériel contractile qui est représenté par les myofibrilles, qui elles vont être situées au niveau des pôles de la cellule musculaire intrafusale, hein, donc voilà, qui ont une position polaire. Alors, puisque dans ce fuseau neuromusculaire, donc il y a des cellules musculaires qui sont présentes, on peut se demander est-ce qu'elles peuvent se contracter, ces fibres musculaires, et si elles se contractent, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, elles peuvent se contracter, on va voir comment, mais déjà pour ce qui est de leur contraction, on peut souligner le fait que leur contraction ne va pas entraîner d'action du muscle. Il ne va pas y avoir d'augmentation de la force du muscle, de raccourcissement du muscle, tout simplement parce que ce sont des fibres qui sont très petites, donc les forces qu'elles vont développer sont négligeables par rapport finalement à la masse que représente le muscle. En revanche, quand ces fibres intrafusales se contractent, étant donné que le matériel contractile est situé au pôle de la cellule, eh bien ça va avoir tendance à tracter la zone où se trouvent les noyaux, la zone équatoriale, le centre de la cellule musculaire, qui du coup va être déformée par la contraction de ces fibres intrafusales. Alors oui, d'autre part, je reviens juste sur ces 3 types. Les fibres dites à chaîne nucléaire, on les appelle ainsi parce que justement les noyaux sont à la suite les uns des autres, ils forment une sorte de file indienne. Par contre, les fibres à sac sont appelées ainsi parce que les noyaux sont un peu amalgamés, forment des amas au centre des fibres. Et on distingue les fibres à sac de type B1 et B2 en fonction de l'innervation qu'elles vont recevoir. Donc justement, parlons de l'innervation de ces fuseaux neuromusculaires. Et je vais commencer par l'innervation qui cible ces fibres musculaires intrafusales, qui est une innervation motrice. Donc les fibres nerveuses motrices qui innervent les fibres intrafusales sont de 2 types. On a des fibres gamma et des fibres bêta. Alors je ne parlerai pas plus que ça des fibres bêta, c'est pour ça que j'ai mis là les fibres gamma en gras, ce sont les seules dont nous allons parler. Il en existe 2 types qu'on laissera de côté pour la suite, mais je les évoque puisque c'est ce qui permet de différencier ces 2 types aussi de fibres intrafusales. Il y a des gamma dynamiques qui vont cibler les fibres à sac de type B1, et il y a des gamma statiques qui, elles, vont cibler les fibres à chaîne nucléaire et les fibres à sac B2. D'autre part, eh bien, je termine par ce point, j'aurais pu commencer par ce point, puisque le fuseau neuromusculaire, c'est un récepteur sensoriel. On s'attend évidemment à ce qu'il y ait des fibres nerveuses sensorielles au niveau de ce récepteur. Il y en a même 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 extrémités de neurones sensoriels de premier ordre qui vont se partager une même capsule. Il s'agit de fibres de type 1A et de fibres de type 2. Là aussi, j'ai mis les fibres de type 1A en gras parce que ce sont les seules qu'on va considérer pour la suite de cette carte. Alors, ces fibres sensorielles, comment s'organisent-elles? Eh bien, en fait, elles vont s'entortiller au niveau de la région équatoriale des fibres intrafusales. Elles vont finalement entourer cette région, enserrer cette région équatoriale. Alors, ces fibres sensorielles, ce sont finalement quand même elles qui vont faire du fuseau neuromusculaire un récepteur sensoriel. Donc, il est légitime de se demander finalement qu'est-ce qui va exciter ces fibres sensorielles, en particulier ces fibres de type 1A. Donc, je vous ai dit, ces fibres 1A, elles enserrent la région équatoriale des fibres intrafusales. Ce sont des fibres sensorielles qui sont sensibles aux stimulations mécaniques. Et bien, ce qui va en fait exciter les fibres 1A, ce sont les déformations de la zone de la fibre musculaire autour de laquelle elle s'enroule, c'est-à-dire les déformations de la région équatoriale. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, on peut se demander, mais finalement, ces déformations de la région équatoriale,
quand est-ce qu'elles se produisent? Alors en fait, elles peuvent se produire dans deux situations. Elles peuvent se produire quand justement les fibres gamma vont stimuler les fibres intrafusales, puisqu'on a dit qu'une stimulation gamma va entraîner la contraction des fibres intrafusales et ça va déformer la partie équatoriale. Donc effectivement, ça va avoir un impact sur les fibres 1A qui vont finalement pouvoir le détecter. Mais il se trouve que ça, c'est, on va dire, plutôt un cas théorique. En fait, il y a une autre situation qui peut entraîner une déformation de la région équatoriale. C'est une situation dans laquelle on étire le muscle. Quand on étire le muscle, on étire tout ce qu'il y a dans le muscle. On étire notamment les fuseaux neuromusculaires et notamment les fibres intrafusales qui vont être déformées, ce que les fibres 1A vont détecter. Et donc, il se trouve que en fait, ce que les fibres 1A et donc les fuseaux neuromusculaires vont détecter, ce sont en fait les étirements des muscles. Alors, on peut quand même revenir un peu sur cette innervation gamma qui peut sembler un petit peu étonnante parce qu'on est là avec le fuseau neuromusculaire face à un récepteur sensoriel et en fait, on voit qu'il y a une innervation motrice. Donc cette innervation gamma, eh bien, elle remplit plusieurs fonctions. En fait, le fuseau neuromusculaire, donc je viens de l'évoquer finalement, il va permettre donc de détecter les étirements musculaires. Mais pour détecter ces étirements musculaires, il a besoin d'être tendu. C'est un petit peu comme la corde d'un arc qui doit être tendue. Si elle n'est pas tendue, ça ne marche pas. Eh bien, l'innervation gamma va faire en sorte que justement les fibres intrafusales soient toujours tendues de façon optimale. De cette manière, le fuseau neuromusculaire pourra toujours détecter en fait les moindres étirements des muscles. Donc voilà, si je reprends ce que j'ai noté ici, donc l'innervation gamma, elle va permettre aux fibres intrafusales de rester tendues donc à tout moment. Et ce que j'ajoute, c'est que cette innervation gamma, elle va notamment être particulièrement importante quand il y a une contraction du muscle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le muscle se contracte? Le muscle se contracte, il va se raccourcir. Les fuseaux neuromusculaires, s'il n'y a rien qui est fait pour eux, vont être détendus à ce moment-là. Eh bien, l'innervation gamma va permettre de conserver la tension dans les fuseaux neuromusculaires. Donc, comme je vous le disais, les fuseaux neuromusculaires, grâce à l'innervation gamma, vont toujours être tendus. Du coup, ils conservent en permanence leur sensibilité et ils vont être en permanence capables de détecter les moindres étirements musculaires qui se font, et cela quelle que soit la longueur du muscle. Alors, d'autre part, on peut souligner un autre rôle finalement lié à cette innervation gamma, c'est que cette innervation gamma, elle peut être modulée selon ce que fait en fait l'organisme. Si on se lance dans une activité qui demande un peu de précision au niveau moteur, eh bien on peut dans ce cas-là voir la tension dans les fuseaux neuromusculaires qui va augmenter. Ça se fait parce que l'innervation gamma va s'activer, il va y avoir davantage d'activité des motoneurones gamma. Du coup, les fibres intrafusales des fuseaux neuromusculaires sont davantage tendues et ils vont être d'autant plus sensibles en fait au moindre étirement musculaire. Donc c'est ce que je vous disais, l'activité gamma elle augmente quand on se lance dans des actes moteurs précis. Alors on peut évoquer le fait de marcher sur une poutre, ça peut être le fait de faire du skateboard, du patin à glace ou autre. En tout cas, dès qu'on a besoin en fait, de réguler finement l'activité motrice, eh bien, ça va être intéressant de récupérer des informations plus précises de la part des récepteurs sensoriels, et donc là, notamment des fuseaux neuromusculaires. Et là, on va pouvoir directement jouer sur cette sensibilité des fuseaux neuromusculaires en augmentant leur tension. Et donc, au final, comme je viens de le dire, ça permet de réguler beaucoup plus finement les mouvements qui vont être réalisés par l'organisme. Alors, disons un mot maintenant sur le réflexe myotatique qui va être déclenché par la détection par les fuseaux neuromusculaires de stimulation particulière. Alors, qu'est-ce que c'est que le réflexe myotatique? Eh bien, je l'ai un peu évoqué précédemment quand j'ai parlé globalement des réflexes proprioceptifs. On a dit que ce sont des réflexes qui vont asservir le muscle, donc ils vont faire en sorte que des paramètres musculaires ne changent pas. Là, le réflexe myotatique, il va asservir le muscle en longueur, ça veut dire qu'il va faire en sorte que la longueur du muscle ne change pas. Ce qui est plutôt intéressant si on est dans l'idée de maintenir une certaine posture, de maintenir une certaine position.
parce que ce réflexe myotatique va figer le muscle à une certaine longueur. Alors évidemment, ça va être moins intéressant si on souhaite faire un mouvement, mais ça j'y reviendrai après. Donc je vais commencer par décrire l'arc réflexe de ce réflexe myotatique. Donc les récepteurs sensoriels impliqués dans ce réflexe sont les fuseaux neuromusculaires. Les fibres sensorielles, donc les fibres afférentes, eh bien, ce sont les fibres nerveuses sensorielles de type 1A. Le centre nerveux impliqué, on a dit de fait qu'on se centre sur les réflexes qui impliquent la moelle épinière, forcément c'est la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière, si on regarde un petit peu ce que font ces fibres sensorielles 1A qui ramènent les informations, eh bien on va constater qu'elles vont s'articuler directement sur les motoneurones alpha. Donc il y a une seule synapse, on est face à un réflexe qui est monosynaptique. Ensuite, quelles sont les fibres motrices ou efférentes qui sont impliquées? Eh bien, ce sont les axones des motoneurones, les motoneurones alpha. Et les effecteurs, les muscles impliqués, en fait, c'est le muscle dans lequel se trouve le fuseau neuromusculaire qui a été stimulé donc par un étirement, bien sûr, du muscle. Donc du coup, si on prend un petit peu ce qui se passe, eh bien, si on étire un muscle, ce réflexe myotatique se met en jeu et le muscle va se contracter et regagner sa longueur initiale. Donc on va bien maintenir la longueur musculaire à un certain niveau. Alors ce réflexe myotatique, il obéit à plusieurs principes, notamment des principes qu'on peut appeler les principes de divergence et de convergence. La divergence, c'est l'idée qu'en fait, une fibre 1A, elle ne contacte pas un seul motoneurone, mais elle en contacte plusieurs, donc elle va dispatcher l'information, c'est pour ça qu'on parle de divergence. Et puis, autre principe, celui de convergence, c'est qu'un motoneurone, il ne reçoit pas l'information d'un unique neurone 1A, d'une unique fibre sensorielle 1A, mais au contraire de plusieurs fibres sensorielles 1A. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que les motoneurones représentent de cette manière des points de convergence. Et d'autre part, ce réflexe myotatique va obéir à ce qu'on appelle le principe d'innervation réciproque qu'on rencontre donc dans les réflexes. Et ici, il s'agit d'une innervation réciproque de type inhibition réciproque. Pourquoi? Eh bien parce que la fibre 1A, si on reprend l'arc réflexe, va stimuler le motoneurone du muscle dans lequel se trouve le fuseau neuromusculaire et amener ce motoneurone à envoyer des signaux vers le muscle dit agoniste qui va se contracter. Et dans le même temps, eh bien, cette fibre sensorielle 1A va aussi amener des informations de façon indirecte vers les motoneurones des muscles ou du muscle antagoniste qui va non pas se contracter mais se relaxer. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, la fibre sensorielle de type 1A va elle stimuler donc un interneurone inhibiteur qu'on appelle l'interneurone inhibiteur 1A. Et c'est lui qui va inhiber les motoneurones du muscle antagoniste, si bien que le muscle antagoniste va se relâcher, ce qui va faciliter en fait le retour à la position de départ du muscle agoniste. Alors comme je l'évoquais initialement, le réflexe myotatique, il est plutôt adapté, pas mal pour maintenir une posture, maintenir une certaine position. Par contre, il est loin d'être idéal pour le mouvement puisqu'il représente une entrave au mouvement. Alors malgré tout, évidemment, nous pouvons faire des mouvements. Le mouvement est possible. Il est possible, ça veut dire que les muscles peuvent être étirés. Comment étirer un muscle? Eh bien, on va pouvoir étirer un muscle en évitant que le réflexe myotatique ne se produise si, tout simplement, on change le point de consigne du système asservi. C'est la même idée avec un système de thermostat. Quand le thermostat est réglé, mettons, sur 19 degrés, eh bien, la pièce sera conservée à une température de 19 degrés. Si on veut changer la température de la pièce, eh bien, on va agir sur le point de consigne, on va l'augmenter ou le diminuer. Donc, on peut changer le point de consigne du réflexe myotatique et pour le faire, eh bien, on va agir sur l'activité des motoneurones gamma. On va la changer, en l'occurrence, on va diminuer l'activité des motoneurones gamma. Ça va donc détendre les fuseaux neuromusculaires qui ne vont pas du coup détecter l'étirement et qui vont laisser le muscle s'étirer. C'est donc de cette manière qu'on va pouvoir changer les longueurs des muscles. Alors une remarque aussi sur ces motoneurones gamma, en fait c'est pas eux qui décident tout seuls de changer leur niveau d'activité, en fait ils vont recevoir tout un tas de signaux, entre autres des signaux qui proviennent de voies descendantes, c'est-à-dire des voies qui ont pour point de départ des neurones situés à un niveau supraspinal, c'est-à-dire au niveau de l'encéphale. Alors d'autre part,
Je rappelle aussi ce point déjà évoqué, qui est que les motoneurones gamma sont impliqués donc, dans le maintien de la sensibilité des fuseaux neuromusculaires. Quand une contraction se fait, eh bien, l'activité gamma permet de maintenir les fuseaux neuromusculaires tendus, et ils vont aussi être mis en jeu quand on se lance dans une activité motrice précise. À ce moment-là, l'activité gamma peut être augmentée, ce qui va accroître la sensibilité des fuseaux neuromusculaires. Et ces variations, en fait, vont être liées à l'action en particulier de voies descendantes supraspinales. Nous allons maintenant nous intéresser à l'organe tendineux de Golgi et au réflexe dans lequel il est impliqué, le réflexe d'inhibition autogénique. Alors, l'organe tendineux de Golgi, concernant son organisation, on peut dire que c'est un récepteur sensoriel encapsulé. Comme le fuseau neuromusculaire, il est entouré, délimité par une capsule fibreuse. Alors, dans la description classique de l'organe tendineux de Golgi, on va dire qu'il est situé à la jonction entre le corps charnu du muscle et le tendon, c'est-à-dire entre la région où on trouve des cellules et des cellules ou fibres musculaires, et puis des régions un peu plutôt tendineuses, des régions où on trouve des fibres tendineuses. Donc c'est pas forcément aux extrémités des muscles, hein, mais il peut y avoir des travées tendineuses dans un muscle. Et en fait, à chaque fois qu'on a ces zones de transfert, de transition, on peut trouver des organes tendineux de Golgi. Alors les organes tendineux de Golgi, ils vont être insérés en série et non pas en parallèle, hein, c'était le cas pour les fuseaux neuromusculaires. Là, l'organe tendineux de Golgi est inséré en série avec les fibres musculaires. Les organes tendineux de Golgi mesurent en moyenne 1 mm de long, et si on regarde ce qui constitue l'intérieur de la capsule qui délimite l'organe tendineux de Golgi, on va voir qu'il y a tout un tas de faisceaux de collagène qui sont présents, qui ont tendance un peu à s'enchevêtrer les uns avec les autres et qui vont constituer une sorte de maillage, un peu comme une sorte de tricot. Et ces fibres de collagène, eh bien, si on regarde un petit peu leurs deux extrémités, on va voir qu'il y a une extrémité qui est en continuité avec les fibres musculaires. C'est ce que je disais, hein, on est sur un montage en série. Et l'autre extrémité de ces fibres va être en continuité avec les fibres tendineuses. Et j'ajoute une remarque, c'est que les fibres musculaires qui vont être en série avec les faisceaux de collagène d'un organe tendineux de Golgi, eh bien, il a été noté qu'elles appartiennent à des unités motrices différentes. Ce qui va faire que l'organe tendineux de Golgi va en fait pouvoir surveiller un paramètre dont nous allons parler, mais en tout cas, ces organes tendineux de Golgi vont pouvoir surveiller comme ça plusieurs unités motrices différentes. D'autre part, l'organe tendineux de Golgi, c'est un récepteur sensoriel. On y trouve donc évidemment des fibres nerveuses sensorielles qui sont des fibres de type 1B. Et ces fibres de type 1B, elles viennent un petit peu s'emmêler, s'enchevêtrer dans le tricot, le maillage de collagène. Donc on peut dire qu'elles sont enchevêtrées dans les mailles des fibres de collagène. Alors certains auteurs décrivent aussi la présence d'autres fibres nerveuses sensorielles qu'on laisse ici de côté. On peut se demander, comme on l'a fait tout à l'heure pour le fuseau neuromusculaire, qu'est-ce qui va générer une excitation dans les fibres de type 1B. Alors, ce sont ces fibres 1B des fibres qui sont sensibles aux stimulations mécaniques. Hein, l'OTG est un mécanorécepteur. Et donc, ce qui va exciter les fibres de type 1B, eh bien, c'est le resserrement des mailles de collagène. On a dit que les fibres 1B, elles sont enchevêtrées dans les mailles des fibres de collagène. Si ces mailles se resserrent, eh bien, ça va déformer en fait les fibres 1B et entraîner donc la naissance de potentiels de récepteurs et puis éventuellement de potentiels d'action. La question qui se pose à présent, c'est quand est-ce que ces mailles de collagène justement vont se resserrer sur les fibres de type 1B. Eh bien, on va pouvoir noter que cela se produit dans la situation suivante. Ça va se produire quand le muscle se contracte. J'ajoute une précision parce qu'en fait, très longtemps, on a pensé que ce qui excitait les fibres 1B, c'était l'étirement des muscles. Et on l'observait pour des étirements musculaires assez importants à la limite de la rupture des muscles. En fait, on peut dire que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la stimulation physiologique naturelle, hein. C'est-à-dire que les mailles de collagène, physiologiquement, elles ne vont pas se resserrer quand un muscle est étiré.
Tout simplement parce que quand on étire un muscle, eh bien, ce qui va être essentiellement étiré, ce sont les cellules musculaires elles-mêmes, mais pas les zones qui sont tendineuses, hein, qui, elles, sont plus rigides, donc ne vont pas être étirées. C'est comme si on avait deux tricots, un tricot en métal et puis un tricot avec des fils souples. Eh bien, quand on tire sur l'ensemble, ce qu'on va déformer, c'est la partie du tricot qui est constituée avec du fil souple, mais pas la partie du tricot qui est constituée par des fils métalliques. Donc, ce qui va stimuler les fibres 1B, ce sont les contractions des muscles et pas les étirements des muscles. Donc, j'ai renoté ici ce que je viens de décrire. Lors d'un étirement des muscles, ce sont les fibres musculaires qui sont extensibles, qui sont étirées, mais les mailles de collagène, et donc le tricot de collagène est finalement assez peu extensible et il ne va pas être étiré. En revanche, quand il y a une contraction des muscles, les fibres musculaires se contractent, elles deviennent d'une certaine manière rigides et à ce moment-là, elles vont tirer sur les mailles de collagène. Donc, les OTG vont détecter les contractions musculaires et plus exactement, les organes tendineux de Golgi vont renseigner sur les augmentations de force musculaire et non pas, comme ça a pu être pensé dans le passé, les organes tendineux de Golgi ne renseignent pas sur les étirements extrêmes, hein, ils renseignent bien sur les augmentations de force musculaire. Alors, on va pouvoir maintenant s'intéresser au réflexe d'inhibition autogénique qui implique l'OTG et qui va réaliser un asservissement du muscle. Alors, cette fois-ci, on n'est pas sur un asservissement en longueur, mais sur un asservissement en force. On peut faire une remarque semblable à celle qu'on a faite tout à l'heure pour le réflexe myotatique. On est face ici à un réflexe qui est idéal si on veut maintenir une certaine position. Tout simplement parce que ce réflexe va figer le muscle à un niveau de force donné, donc à une position finalement donnée. Ce qui est là encore pas idéal si on veut faire un mouvement, mais là aussi on y reviendra après. Alors pour ce qui est de l'arc réflexe, de ce réflexe d'inhibition autogénique, eh bien les récepteurs sensoriels impliqués, ce sont des organes tendineux de Golgi. Les fibres sensorielles ou fibres afférentes qui sont impliquées, eh bien, ce sont les fibres de type 1B. Le centre nerveux impliqué, comme on l'a dit, on est centré sur la moelle épinière, donc c'est la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière, ce qu'on va constater, c'est que ces fibres de type 1B ne vont pas s'articuler directement sur les motoneurones, elles vont s'articuler sur un interneurone, qui est un interneurone inhibiteur, qu'on appelle l'interneurone inhibiteur 1B. Et c'est cet interneurone inhibiteur 1B qui va s'articuler sur les motoneurones. Autrement dit, on est face à un réflexe qui est disynaptique, hein, il va y avoir deux synapses qui vont être présentes. Les fibres motrices ou fibres efférentes qui sont impliquées, ce sont les axones donc des motoneurones, hein, motoneurone classique, motoneurone alpha. Et l'effecteur, le muscle impliqué, c'est le muscle dans lequel se trouve l'organe tendineux de Golgi qui a été stimulé. Alors d'autre part, ce réflexe d'inhibition autogénique, il obéit au même principe que ceux qu'on a évoqués pour le réflexe myotatique. Il obéit au principe de divergence, c'est-à-dire qu'une fibre de type 1B va contacter plusieurs interneurones inhibiteurs de type 1B et à leur tour, ils vont contacter plusieurs motoneurones. Donc à chaque fois, ça se dispatche, c'est à chaque niveau divergent. Et d'autre part, ce réflexe obéit à un principe de convergence, hein, c'est-à-dire que chaque motoneurone va en fait être contacté par plusieurs interneurones inhibiteurs 1B. Enfin, donc ce réflexe va aussi obéir à ce principe qu'on appelle le principe d'innervation réciproque, qui est ici de type excitation réciproque. Donc si on reprend globalement ce qui se passe dans le réflexe, hein, si un muscle commence à augmenter sa force musculaire, eh bien par la voie de ce réflexe d'inhibition autogénique, le muscle va commencer à se relâcher et par le biais de l'innervation réciproque, de l'excitation réciproque, eh bien le muscle antagoniste va lui se contracter. Donc comment c'est possible? Eh bien ça l'est parce que la fibre sensorielle 1B va stimuler un interneurone qui cette fois-ci est un interneurone excitateur, lequel va exciter les motoneurones du muscle antagoniste qui du coup va se contracter. Alors comme j'ai commencé à le dire, ce réflexe d'inhibition autogénique est pas mal quand on souhaite maintenir la position, une position donnée du corps. Par contre, si on veut faire un mouvement, c'est pas idéal parce qu'il représente dans ce cas-là une entrave.
Une fois de plus, on peut dire que le mouvement malgré tout est possible, c'est-à-dire qu'un muscle peut bien évidemment accroître la force qu'il développe. Alors pourquoi c'est possible? Eh bien là il faut que j'ajoute 2 remarques, c'est que en fait ce réflexe d'inhibition autogénique, on constate qu'en fait il ne se produit que quand la force musculaire commence à augmenter, c'est-à-dire dans les premiers temps de l'augmentation de la force musculaire, et il va aussi essentiellement se produire quand les augmentations de force sont assez importantes. Donc on peut se demander finalement comment ça se fait que ce réflexe s'évanouit et puis finalement voilà quelle est sa fonction physiologique. Alors pourquoi ce réflexe s'évanouit? Pourquoi on l'observe que au début quand le muscle commence à accroître sa force musculaire? Eh bien parce qu'il y a des fibres descendantes qui vont venir court-circuiter la circulation des messages nerveux dans ce réseau de neurones qui constitue l'arc réflexe. Donc le réflexe commence à se produire, mais ensuite il est vraiment court-circuité, donc il cesse de se produire, bien que les organes tendineux de Golgi puissent être encore en train de ramener des informations sensorielles. Alors, je vous ai dit aussi, on va surtout observer ce mécanisme réflexe qui va se produire quand les forces augmentent de façon assez importante. En fait, ce réflexe, quand il se produit, il a ce qu'on appelle un effet de lissage, c'est-à-dire qu'il va éviter que la force musculaire augmente de façon trop importante et soit à l'origine d'une sorte d'un à-coup en fait au niveau musculaire. Donc ça va permettre à la force d'augmenter de façon harmonieuse, de façon souple. Donc souvent, l'exemple, l'analogie qu'on fait pour comprendre ce qui se passe là, c'est celle de l'utilisation du levier de vitesse dans une voiture. Quand on ne sait pas très bien utiliser le levier de vitesse et qu'on change à chaque fois de vitesse, ça produit des à-coups et on ne va pas avoir une vitesse qui augmente de façon fluide. Par contre, quand on sait bien utiliser le levier de vitesse, eh bien, justement, il va y avoir un effet de lissage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir finalement passer d'une vitesse à une autre, de façon harmonieuse sans avoir d'à-coup. Donc là c'est ce que va faire ce réflexe d'inhibition autogénique, il va permettre à la force d'augmenter de façon souple, harmonieuse, sans avoir d'à-coup dans l'augmentation de la force. Nous allons donc maintenant nous intéresser à un réflexe qui n'est plus un réflexe proprioceptif, mais un réflexe extéroceptif qu'on appelle le réflexe ipsilatéral de flexion, parfois simplement réflexe de flexion. Alors, le point de départ de ce réflexe va, comme son nom l'indique, être constitué par les extérocepteurs, qui sont donc les récepteurs situés au niveau de la peau. Ce réflexe ipsilatéral de flexion, c'est un réflexe polysynaptique. On va voir qu'effectivement, il y a un certain nombre de synapses qui sont en jeu. Et c'est un réflexe qu'on peut décrire comme étant un réflexe de protection, qui va préserver en fait l'intégrité du corps. Parfois, on va le qualifier de réflexe de retrait, de réflexe d'évitement, parce que tout simplement, s'il y a une stimulation pénible, eh bien, la mise en jeu de ce réflexe va soustraire la partie du corps, donc le segment corporel qui est exposé à cette stimulation pénible, si bien qu'on va conserver l'intégrité du corps. Donc, ce réflexe de protection soustrait un segment corporel à une stimulation pénible. Comment? Eh bien, la plupart du temps en réalisant une flexion du membre, par exemple, qui est qualifiée d'ipsilatérale parce que c'est le membre stimulé qui va effectivement se fléchir. Donc, typiquement, si je souhaite, si j'attrape un objet et que cet objet est chaud et je ne m'y attendais pas, eh bien, au moment où je touche l'objet, je vais effectivement détecter que l'objet est trop chaud et donc du coup, ça va lancer ce réflexe et je vais fléchir mon bras de façon à soustraire ma main à cette stimulation thermique importante qui peut potentiellement brûler la peau. Donc, ces réflexes extéroceptifs, là, ce réflexe de flexion, il n'est pas décrit comme étant un mécanisme d'asservissement, mais on remarque quand même que malgré tout, il y a une forme d'asservissement avec un paramètre qu'on essaye de maintenir constant, qui est cette fois-ci pas un paramètre musculaire, mais qui est l'intégrité en fait corporelle. Donc, juste là pour terminer sur cette description un peu générale, on peut souligner le fait que quand ce réflexe se produit, je vous ai dit, on va éventuellement complètement fléchir le membre supérieur, c'est un mouvement qui se voit. Donc on va assister finalement à l'activité de plusieurs muscles qui vont se coordonner les uns aux autres. Et ça va donner un mouvement
qu'on va voir, on n'est pas sur des mouvements en quelque sorte un peu invisibles qui réaliseraient une régulation locale. Là, on va vraiment soustraire une partie du corps à la stimulation qui peut potentiellement abîmer le corps. Pour ce qui est de l'arc réflexe, de ce réflexe ipsilatéral de flexion, les récepteurs sensoriels impliqués sont donc les extérocepteurs. Les fibres sensorielles ou afférentes impliquées, alors évidemment on ne retrouve pas les fibres 1A ni les fibres 1B qui elles donc constituent le fuseau neuromusculaire et l'OTG qui sont impliqués dans d'autres réflexes. Par contre, on va voir que les fibres de type 2, de type 3 et de type 4 peuvent déclencher ce réflexe. Collectivement, ces fibres sont qualifiées d'afférents au réflexe de flexion ou encore d'ARF. Le centre nerveux impliqué, là encore, le chapitre l'impose, c'est la moelle épinière. Et pour ce qui est des relations entre neurones au niveau de ce centre nerveux, on est donc sur des relations polysynaptiques, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de neurones qui vont constituer donc des chaînes au niveau de la moelle épinière, donc avec un certain nombre de synapses et même plusieurs voies qui vont être présentes. Les fibres motrices ou efférentes impliquées, ce sont les axones des motoneurones alpha et les effecteurs, les muscles en jeu. Là, il n'y en a pas un seul, mais il y en a plusieurs, notamment si je reprends cet exemple avec l'ensemble du membre supérieur, mettons, qui est rétracté, c'est plusieurs fléchisseurs du membre supérieur qui vont être activés justement par plusieurs motoneurones alpha. Ce réflexe ipsilatéral de flexion, il obéit au même principe que ceux vus précédemment, le principe de divergence, le principe de convergence et le principe d'innervation réciproque, qui va être dans ce cas-là de type inhibition réciproque. Pendant qu'on observe la stimulation des fléchisseurs qui se contractent, les extenseurs, eux, sont relâchés, ce qui fait qu'ils vont faciliter en fait la contraction des fléchisseurs et donc la flexion des articulations. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand un réflexe ipsilatéral de flexion se constitue, il peut s'accompagner d'un réflexe d'extension croisée. Et on parle dans ce cas-là de symétrisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si par exemple je marche sur un objet un peu pointu, je vais avoir tendance à rétracter cette jambe qui marche sur l'objet pointu, donc il va y avoir un réflexe de flexion au niveau de cette jambe. Et dans le même temps, on va voir que dans l'autre jambe, celle qui n'a pas marché sur l'objet, il va y avoir une augmentation de l'activité musculaire, en particulier de l'activité des extenseurs. C'est pour ça qu'on parle d'extension et croisée, parce que c'est l'autre membre qui est concerné. Donc, si on décrit ce réflexe d'extension croisée, on va dire qu'il s'agit d'une extension du membre qui est le membre contralatéral par rapport au membre qui est stimulé. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible parce qu'au niveau de la moelle épinière, il y a des relations particulières qui sont présentes entre les neurones. Et en l'occurrence, on sait qu'il y a des interneurones dits commissuraux, donc qui croisent le plan de symétrie du corps, qui vont agir au final sur les motoneurones du membre contralatéral. Et le fait qu'il y ait finalement une augmentation de l'activité dans les extenseurs du membre qui n'a pas marché sur l'objet pointu, ça fait que ce membre va être plus à même de réceptionner le poids du corps, et donc ça va permettre de maintenir en fait l'équilibre postural de l'organisme. Alors d'autre part, j'ajoute une remarque chez ce qu'on appelle l'animal spinal qui présente une section de la moelle épinière, donc là notamment une section à un niveau cervical. On peut constater que quand on stimule un des 4 membres, il peut y avoir un phénomène de généralisation. La généralisation, c'est qu'on va voir que les 4 membres vont présenter une activité réflexe qui s'explique toujours la même chose, parce qu'il y a des connexions particulières entre les neurones, parce qu'il y a des circuits locaux particuliers de neurones qui sont présents dans la moelle épinière. Donc dans ce cas-là, lors de la généralisation, on va voir que le membre qui est stimulé se fléchit. C'est le cas aussi pour le membre antérieur contralatéral, si par exemple on stimule un membre postérieur. Donc en gros, on a donc des muscles situés sur une diagonale qui vont se fléchir, et dans le même temps, les muscles qui constituent l'autre diagonale, eux vont au contraire avoir une activité des extenseurs qui va s'accroître et qui va assurer justement l'équilibre postural.
Alors, nous pouvons maintenant commencer à en dire un peu plus en fait sur cette notion de circuit local. Qu'est-ce que c'est qu'un circuit local? J'ai commencé un peu à utiliser le terme. En fait, un circuit local, c'est un circuit qui va être constitué par des articulations particulières de neurones. En fait, on peut dire que c'est un réseau de neurones qui est situé à un niveau plutôt local, hein, donc on va trouver un niveau donné de la moelle épinière, pas forcément très loin des points d'entrée des informations sensorielles. Alors de quoi est-ce qu'un circuit local est constitué et composé? Il va être composé de motoneurones et puis d'interneurones qui présentent des relations particulières et qui sont contactés par d'autres neurones, notamment les neurones sensoriels de premier ordre, et d'autre part des neurones qui ont leur soma situé au niveau de l'encéphale et qui vont constituer des projections descendantes, et ce sont ces projections descendantes qui vont s'articuler sur ces circuits locaux. Donc ces circuits locaux, ces réseaux de neurones un petit peu particuliers, eh bien, ils vont contribuer au contrôle moteur de l'organisme, tout simplement parce que leur articulation fait que quand on les recrute, on va avoir des coordinations adéquates entre les unités motrices et finalement entre les différents muscles du corps. Et donc ces circuits locaux, ces réseaux de neurones un petit peu particuliers, eh bien on peut un petit peu les voir comme étant les structures qui sont un petit peu à la base d'une sorte de hiérarchie motrice qu'on va construire au fur et à mesure des chapitres. Alors, je vais poursuivre là sur la notion de circuit local et aborder donc des circuits locaux un petit peu particuliers qui sont impliqués dans des mouvements rythmiques. Ces mouvements rythmiques, nous allons les illustrer avec le cas de la locomotion. Alors, ces circuits locaux un petit peu particuliers, c'est ce qu'on appelle donc des CPG. CPG, ça veut dire Central Pattern Generator, ça veut dire aussi centre générateur de rythme. Donc il s'agit bien de réseaux de neurones qui vont constituer des circuits qui sont des circuits locaux. Et quand ces circuits locaux sont activés, ils vont générer une activité qui va être rythmique. Alors il y a différents réseaux de neurones, il y en a certains quand ils sont stimulés, ils vont entraîner une activité rythmique qui va être par exemple une activité de grattage, et puis il y en a d'autres, pour prendre un autre exemple, qui lorsqu'ils sont stimulés vont entraîner une activité motrice particulière qui fait penser en fait à l'ordre d'enchaînement des membres, enfin l'activité des membres au cours de la locomotion. Donc je vais prendre cet exemple, l'exemple des CPG dits locomoteurs qui sont donc situés au niveau de la moelle épinière. Il se trouve que ces CPG vont pouvoir avoir un fonctionnement qui va être autonome. En tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir observer en laboratoire chez certains organismes. Et ce fonctionnement autonome, évidemment, on va l'obtenir à partir du moment où on utilise une stimulation adéquate qui va pouvoir effectivement lancer l'activité dans ces réseaux de neurones. Et à partir de là, donc sur ces animaux de laboratoire, on va pouvoir observer une activité de type locomotrice. En fait, leur mise en jeu va générer donc une activité motrice rythmique qui va être stéréotypée, qui correspond à l'activité rythmique des membres au cours de la locomotion. Mais évidemment, cette activité motrice, donc la locomotrice, elle est assez stéréotypée, un peu caricaturale, c'est-à-dire que elle présente donc, elle correspond à l'ordre d'enchaînement des muscles au cours de la locomotion, mais évidemment, elle n'est en fait pas adaptée à une locomotion, on va dire, dans un environnement réel, ou dans un environnement réel, on évolue en fait dans des lieux qui peuvent être plus ou moins accidentés. Le sol n'est pas nécessairement lisse, le sol n'est pas nécessairement horizontal, il peut y avoir des pentes, des côtes et ainsi de suite. Donc tout un tas d'obstacles qui peuvent être présents. Mais néanmoins, en tout cas, quand on arrive à déclencher l'activité de ces CPG, on va observer une activité rythmique des membres qui fait penser donc à la locomotion. Alors justement, je vais en dire un petit peu plus sur la locomotion. Cette locomotion, elle est assez vaste, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité de locomotions qui existent chez les animaux. On peut évoquer la nage, on peut évoquer la marche et la course, aussi bien chez les quadrupèdes que chez les bipèdes. D'ailleurs, parmi les bipèdes, on peut penser aux oiseaux, mais aussi évidemment à nous, humains. On peut évoquer une locomotion par saut, une locomotion par brachiation, un déplacement donc dans les arbres avec les bras, une locomotion de type reptation. Donc voilà un petit peu pour illustrer cette diversité. Alors la locomotion, sinon, qu'est-ce que c'est? On va la définir un peu plus.
On peut dire que la locomotion, en fait, ça correspond, alors c'est un peu la définition, on va dire, la plus basique qu'on peut donner, c'est une activité motrice. Et cette locomotion, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait, c'est une activité motrice qui ne va pas se réaliser pour elle-même, hein. Il y a guère que la personne qui aime la course à pied, qui va réaliser la locomotion pour réaliser la locomotion, hein, ou la personne qui aime marcher. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la locomotion, en fait, c'est une activité motrice qui ne va pas se réaliser pour elle-même et qui va participer, qui va s'inscrire dans différents comportements. Des comportements qui font partie de la survie de l'individu. Par exemple, la locomotion va nous permettre de partir à la recherche de nourriture, mais c'est aussi elle qui va nous permettre de faire face à un prédateur, hein, de fuir notamment le prédateur. Et d'autre part, la locomotion s'inscrit aussi dans la survie de l'espèce, puisqu'elle va nous permettre d'explorer notre environnement à la recherche d'un partenaire reproducteur. Donc la locomotion, on peut dire que c'est une activité motrice qui va assurer en fait le déplacement de l'organisme dans l'environnement. Alors ce déplacement, si on regarde comment il se fait, on va voir qu'au cours de la locomotion, en fait, le corps va se déplacer en un mouvement qui est continu. Et pourtant, on n'est pas constitué de roues, hein, si je prends le cas de l'humain, donc on peut se demander comment ce mouvement continu va être produit. En fait, ce mouvement continu va être généré par la réalisation de tout un tas de mouvements alternatifs qui sont produits par les membres et qui vont finalement entraîner un déplacement continu du corps. Alors, on va s'intéresser un peu plus à ces mouvements alternatifs des membres, c'est-à-dire les membres qui vont être en contact avec le support, et on peut décrire ce qu'on appelle un cycle locomoteur de base. Alors justement, si on s'intéresse aux membres, je vous ai dit qu'ils sont en contact avec le support, c'est-à-dire les membres qui vont échanger des forces avec le support, eh bien on va voir que si on se focalise sur un membre donné, hein, par exemple le membre inférieur droit de l'humain, eh bien on va constater que ce membre va passer par deux phases qui vont constituer le cycle locomoteur de base, une phase de posée et une phase de levée. Pendant le posé, on peut aussi le subdiviser en deux temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, le membre inférieur va accueillir le poids du corps, hein, il va y avoir une phase d'amortissement, et puis ensuite, le membre inférieur va propulser le corps vers l'avant. Donc à ce moment-là, le corps va effectivement avancer. Ensuite, le membre va se lever et une fois que le membre a quitté le sol, eh bien, il va avoir tendance à se fléchir, à s'escamoter et à pivoter à ce moment-là vers l'avant et à s'étendre ensuite à la recherche d'un nouveau point d'appui. Donc, c'est le quatrième temps finalement. Alors, si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, donc déjà, si on regarde ce qui se passe au niveau d'un seul membre, on voit qu'il existe des coordinations de type intra-appendicuaire, c'est-à-dire des coordinations à l'intérieur même de chaque membre, avec à des moments précis, certaines articulations qui s'ouvrent, d'autres qui vont se fermer. Tout ça, en fait, ça se coordonne de façon très précise, très minutieuse. Donc, il y a toutes ces coordinations intra-appendiculaires, c'est-à-dire à l'intérieur des membres, qui se font. En plus de ça, suivre une locomotion, c'est pas suivre juste le mouvement d'un membre, mais c'est aussi s'intéresser au mouvement de tous les membres qui vont être en contact avec le support, donc les deux membres inférieurs chez l'humain, les quatre membres chez un quadrupède. Et dans ce cas-là, on va décrire des coordinations qui existent entre les quatre membres ou entre les deux membres. On va parler dans ce cas-là de coordination inter-appendiculaire. Et ces coordinations, donc, entre les appendices que sont les membres, vont nous permettre de définir des allures. Alors si on considère les quadrupèdes vont présenter quatre grandes catégories d'allures, le pas, le trot, l'amble ou encore le galop. Par contre, un bipède va présenter une moins grande diversité d'allures. On peut évoquer donc la marche et la course. Alors d'autre part, c'est une chose que de décrire ce que font les membres qui sont en contact avec le support au cours de la locomotion, c'est intéressant aussi d'écrire le reste du corps, parce que pendant la locomotion, c'est en fait tout le corps qui va bouger. Et si on s'intéresse un peu plus à la bipédie humaine, eh bien ce qu'on voit, c'est que les membres supérieurs vont avoir tendance à bouger, ils vont bouger en opposition de phase par rapport aux membres inférieurs. D'autre part, le tronc va également bouger, il va présenter des mouvements de rotation axiale. Bien justement, ces mouvements de rotation axiale, ils ont tendance à être réduits grâce au ballon, enfin au mouvement en fait des membres supérieurs qui sont en opposition de phase par rapport aux membres inférieurs.
D'autre part, le tronc va aussi avoir tendance à réaliser quelques oscillations verticales, quelques oscillations latérales également. Et pour ce qui est de la tête, eh bien la tête, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, elle est quand même si elle oscille un petit peu verticalement, elle est quand même relativement stabilisée dans l'espace. Voilà, donc finalement, quand on se base là, sur ce qu'on vient de décrire pour la locomotion, on peut se dire que la locomotion, à la fois, elle est complexe parce qu'elle demande aux articulations d'effectuer des mouvements bien précis à des moments particuliers. Il faut que les muscles donc, développent des forces bien particulières, bien timées dans le temps. Donc ça fait que la locomotion est complexe. En plus de ça, il n'y a pas que les membres qui sont en jeu, c'est tout le corps. Donc c'est tout un tas de coordination vraiment précise. Mais en même temps, la locomotion présente aussi une certaine simplicité parce qu'elle est très répétitive. Alors justement, si on envisage ces deux points, on peut se dire que ces éléments vont nous permettre de comprendre comment le système nerveux va gérer l'activité locomotrice. En fait, tout ce qui est répétitif dans la locomotion, on peut se dire que finalement c'est pris en charge en fait par les circuits de neurones qui sont présents dans la moelle épinière, les CPG locomoteurs de la moelle épinière, qui par leur connexion particulière, donc je vous ai dit les CPG c'est des neurones, et les connexions particulières qui existent entre ces neurones vont faire que on va pouvoir générer, amener en fait les muscles des membres à se contracter à certains moments avec un niveau donné. Donc ça va pouvoir orchestrer tout ça, les coordinations de base qu'on observe au cours de la locomotion. Mais alors en même temps, je vous ai dit, ces CPG, en fait, ils vont être à l'origine, en fin de compte, de mouvements très stéréotypés. Et en fait, la locomotion, elle va avoir besoin d'être régulée. Ça, c'est pas la moelle épinière qui va pouvoir gérer cette régulation. C'est pas non plus la moelle épinière qui va pouvoir lancer, arrêter la locomotion. En fait, tout ce qui concerne le déclenchement, l'arrêt de la locomotion et l'adaptation, en fait, de la locomotion à toutes les irrégularités de l'environnement, à tous les obstacles de l'environnement, tout ça, en fait, c'est pris en charge, ça va être géré par des structures supraspinales, c'est-à-dire des structures de l'encéphale. Alors, pour conclure, on peut dire la chose suivante. On peut dire que finalement, si on considère les muscles du corps, il n'y a pas des muscles qui seraient en jeu uniquement dans la locomotion et puis d'autres qui seraient en jeu dans d'autres mouvements. Si on considère les membres inférieurs qui sont impliqués dans la locomotion, donc chez l'humain, ces muscles des membres inférieurs, ce sont les mêmes qui sont impliqués dans la locomotion. Ce sont les mêmes que ceux qui sont impliqués quand on tape avec le pied dans un ballon. Donc c'est les mêmes muscles, il n'y a pas des muscles qui sont dédiés à un type de mouvement plutôt qu'un autre. En revanche, ce qu'il est important de comprendre, c'est que finalement, la manière de dire à ces muscles quoi faire, c'est-à-dire la commande nerveuse de ces muscles, n'est pas exactement la même. Pour schématiser un petit peu les choses, on peut se dire que quelque part nous faisons des gestes avec notre tête, c'est-à-dire que frapper avec le pied dans un ballon, ça va être un programme moteur qui va être généré par des structures situées au niveau de notre encéphale. Par contre, quand on se lance dans une activité locomotrice, d'une certaine manière, on peut se dire qu'on ne marche pas avec notre tête, c'est-à-dire qu'en fait, les patrons de base de coordination qu'on observe au cours de la locomotion vont être contenus dans les circuits de neurones de la moelle épinière, donc dans ces fameux CPG. Et donc, d'une certaine manière, on peut se dire que l'encéphale ne va pas trop s'en mêler, à part que, bien sûr, c'est exagéré de dire ça, puisque l'encéphale va gérer tout ce qui est de l'ordre du déclenchement de l'arrêt de la locomotion et de l'adaptation de la locomotion. Donc, c'est juste une manière un peu simplifiée de pouvoir un petit peu envisager l'ensemble et comment tout ça s'organise. Voilà, donc nous avons fini avec cette carte mentale, donc sur les réflexes médulaires, les circuits locaux et la locomotion. Et donc je vous dis à bientôt pour une autre carte mentale.